En fait, je voulais absolument travailler dans les pays émergents parce que je voulais aussi revenir et être le plus utile possible à mon pays. Et pour moi, tu peux pas être utile dans ton pays si jamais tu connais pas de l'intérieur les pays émergents. Aujourd'hui, le gaspillage, finalement, c'est le moteur du capitalisme. Si je veux continuer à agir en politique, il va falloir que j'y laisse une partie de ma liberté parce qu'on ne veut pas froisser l'un ou l'autre. Et c'est là où commencent les compromis. La passion, c'est important. Avoir des idées et une vision, c'est important. Mais ce qui compte, c'est de se dire comment est-ce que je vais transformer les choses au quotidien. L'écologie, elle est non seulement à portée de main, non seulement abordable, mais en plus, elle crée de nouvelles façons de faire et des nouveaux comportements qui ne sont pas forcément des contraintes. En 2017, tu deviens secrétaire d'État à la transition écologique. Est-ce que tu peux nous raconter cette période intense ? Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une pionnière engagée pour l'écologie, Brune Poirson. Bonjour Brune. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu ? Très bien, ravie d'être là, merci. Eh bien, on va passer un moment ensemble à parler effectivement d'écologie, d'économie circulaire, mais aussi de tout ce que tu fais justement dans ce domaine-là. Tu es engagé depuis toujours pour le développement durable. Tu combines à la fois l'expérience du privé et du public. Dans le public, évidemment, tu as été la figure de proue de la loi AGEC, anti-gaspillage de l'économie circulaire, qui a permis l'interdiction des plastiques à usage unique en 2019. Dans le privé, également, puisque tu as rejoint aujourd'hui le groupe hôtelier Accor au poste de directrice du développement durable pour essayer de mener le combat de l'intérieur. Merci de venir aujourd'hui dans Les Pionniers pour nous partager les coulisses de ton parcours inspirant. On a hâte de découvrir ce que tu penses quand tu agis. On va donc essayer de comprendre ce qui te motive, ce que tu ressens, ce que tu as appris. On va se mettre l'espace d'un instant dans la peau de Brune Poirson. Et on commence tout de suite par ton parcours. Alors tu es né en septembre 82 à Washington DC, aux États-Unis. Tu as une double nationalité franco-américaine et tu grandis à Apt dans le Vaucluse avec tes deux frères. Est-ce que tu peux nous raconter cette enfance dans le Vaucluse ? D'abord préciser que, et d'ailleurs c'est ce que tu viens de faire, ça tombe bien, mais que je suis juste, entre guillemets, née aux États-Unis. J'ai vraiment grandi dans le Vaucluse. En fait, quand on grandit dans le Vaucluse, et c'était l'objectif, on grandit au cœur de la nature et vraiment au contact de ceux qui la façonnent aussi, à savoir en particulier les agriculteurs. Et autour de moi à l'école, il y avait tous ceux qui vivent et qui travaillent dans le monde de l'agriculture, donc à la fois les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi ceux qui entretiennent les champs, les travailleurs immigrés, tout ceux-là qui font qu'aujourd'hui, le Vaucluse ressemble à ce à quoi il ressemble et la France ressemble à ce à quoi elle ressemble. Et donc là, dès le début, c'est presque les mains dans le cambouis indirectement de la transition écologique, en tout cas de tous ces sujets-là qui sont intrinsèquement liés à la nature, à sa préservation. Et alors, forte de ce combat déjà depuis le premier âge et de cet amour de la nature, eh bien, tu t'engages pour l'environnement. Alors, tu es diplômé, tu fais des études, tu es diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, également de la London School of Economics au Royaume-Uni, à Londres donc, et d'un master à Harvard aux États-Unis. J'ai envie de dire, voilà, déjà, tu t'as quand même planté le décor. Et tu commences d'ailleurs d'abord ta carrière à l'étranger. Tu t'investis sur des missions à New Delhi, en Inde, au bureau du Premier ministre indien et à l'Agence française de développement, avant de devenir directrice responsabilité sociétale de l'Asie du Sud pour Veolia en 2011. Oui, on est renseigné, Exactement. On a travaillé. De retour en France, tu es séduite par le projet d'Emmanuel Macron et tu adhères au mouvement La République En Marche. Le 21 juin 2017, tu es nommée secrétaire d'État à l'écologie auprès du ministre Nicolas Hulot. Et en mars 2019, tu es élue vice-présidente de l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement. Le 6 avril 2021, tu quittes finalement ton siège de député du Vaucluse à l'Assemblée nationale et tu annonces ton retrait de la vie politique. Alors, à 21 ans, tu pars faire un stage au Laos qui va te marquer profondément. Tu y vois quoi ? Est-ce que le vrai déclic est aussi là ? En tout cas, il est dans les pays émergents. Il est dès mon enfance dans le Vaucluse, comme je te le disais, parce qu'en fait, quand tu es au milieu de l'agriculture, tu es en contact sans cesse. Tu vois ce que fait l'excès de soleil et le manque de pluie, par exemple. Oui. Donc très concrètement. Et puis ensuite, évidemment, c'est dans ces pays émergents et notamment en Asie, parce qu'en fait, il y a tellement de monde. C'est
tellement à la fois peuplé d'un côté, de l'autre aussi encore extrêmement pauvre, mais pourtant déjà aussi développé, qu'on voit les conséquences du réchauffement climatique et de l'érosion de la biodiversité, mais presque en accéléré en fait. Oui. C'est comme si on faisait un saut en avant, 20 ans en avant. Et là, ça donne un déclic. On se dit, oulala, si c'est à ça que le monde entier va ressembler, il faut absolument agir dès aujourd'hui. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que ces pays-là, c'est l'enfer et que le Laos, l'Asie, c'est l'enfer. Pas du tout. Je suis simplement en train de dire qu'il faut accélérer sur le sujet et déployer des moyens le plus rapidement possible en voyant ce qui se passe là-bas. Alors un autre événement marquant pour toi, c'est ta rencontre avec le conseiller particulier de la famille Gandhi. Durant 30 ans, il a conseillé la famille Gandhi. On l'appelle le gourou de l'Inde moderne, Sam Pitroda. On te voit ici en photo justement avec Sam Pitroda. Que se passe-t-il Et Raoul à ce moment- Gandhi, je précise Oui, et quand Raoul même, Gandhi, parce que... pardon. Non, non. Et que se passe-t-il pour toi à ce moment-là? En fait, je voulais absolument aller travailler dans les pays émergents. Pourquoi? Parce que je voulais aussi revenir et être le plus utile possible à mon pays. Et pour moi, tu peux pas être utile dans ton pays si jamais tu connais pas de l'intérieur les pays émergents. Et en particulier l'Asie. Alors je sais que depuis le début de l'émission, j'en parle déjà beaucoup. Et en plus, cette personne-là, Sam Pitroda, c'est lui qui a fait la révolution des télécoms en Inde. Il a vraiment permis à l'Inde, quelque part, de sauter une étape et de rentrer dans le monde du digital, dans le monde de l'innovation, beaucoup plus rapidement que s'il n'avait pas été là. Et donc pour moi, c'était une expérience extraordinaire de travailler à ses côtés, au sein du bureau du Premier ministre, pour essayer d'élaborer des politiques publiques pour 1,2 milliard, presque 1,3 milliard d'habitants de la planète, qui sont amenés à jouer un rôle majeur, à la fois d'un point de vue géopolitique, mais aussi concrètement en termes d'innovation qui vont émerger. Et donc j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et un de mes objectifs, un de mes buts aujourd'hui, c'est de se dire, toutes les innovations qui émergent dans ces pays-là, qui sont souvent des innovations plus frugales, plus robustes, comment on les prend et on les ramène ensuite en Occident, au lieu que ce soit sans cesse l'Occident, les pays du Nord, comme on dit, qui vont et puis qui prêchent la bonne parole à tous. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi au contact de Sam Pitroda. Oui, c'est des techniques frugales, justement, comme tu le dis, qui sont résilientes, parce qu'elles ne demandent pas Exactement. forcément beaucoup de moyens ou beaucoup d'énergie. Alors, Tout à donc, fait. donc tu rentres en France. Mm. À quel moment tu rentres en France exactement? Alors, je rentre en France fin 2016. Oui. Au moment où en fait Emmanuel Macron lance son mouvement, à ce moment-là, je suis aux États-Unis. J'ai toujours été centriste, je me suis toujours mobilisée, j'ai envie de dire, politiquement. Et là, en fait, je sens que pour une fois, il y a un responsable politique dont le projet, je dis bien le projet à l'époque en 2017, correspondait en beaucoup de points à ce à quoi je croyais, c'est-à-dire un mouvement vraiment centriste, inspiré par les idées de Benjamin Constant, mais aussi par les idées d'Amartya Sen, et qui pouvait permettre de trouver des solutions concrètes, pragmatiques, mais néanmoins avec une vision à plein de problèmes que la France avait à l'époque, et notamment lutter contre l'assignation à résidence, redonner du pouvoir au terrain, décentraliser, faire émerger les talents, et puis trouver des solutions concrètes à la crise contre le réchauffement climatique. Donc on te voit ici sur les images avec Emmanuel Macron justement. Et en 2017, quand Emmanuel Macron est élu président de la République, tu deviens secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Et tu vas accomplir un travail d'ampleur en seulement 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter cette période intense? D'abord, elle a commencé aux côtés de Nicolas Hulot. Et puis, évidemment, elle s'est terminée au moment de l'arrivée de Jean Castex. Mais en fait, ce que j'ai surtout à raconter, c'est comment est-ce qu'on prend un sujet, et pour moi, le sujet majeur, c'était celui de l'économie circulaire, qui est considéré comme un non-sujet quelque part par l'ensemble de l'administration, mais aussi par beaucoup des Français. Et on le lâche jamais, on le tient jusqu'à pouvoir réussir à transformer, à faire basculer le système entier. En gros, très concrètement, quel était l'objectif? L'objectif, il était d'identifier comment est-ce qu'on pouvait faire basculer un système entier qui était celui du secteur des déchets pour accélérer la création d'emplois non délocalisables sur les territoires, qui permettait à la fois de transformer le pacte productif français d'un côté, c'est-à-dire de permettre à chacun de participer à cette transition en luttant contre le gaspillage et en faisant des déchets, en tout cas en mettant en place une boucle vertueuse pour faire des déchets, des futures ressources, et par là même donc permettre à la France à la fois de se réindustrialiser et d'être beaucoup plus souveraine.
Alors à l'époque, évidemment, en 2017, ça paraissait, c'était la mondialisation flamboyante, ça paraissait un petit peu étrange. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que c'est vraiment ça dont on a besoin. Garder chez nous les métaux stratégiques, pouvoir les recycler, les réutiliser, donner de l'emploi local, comme je disais, sur les territoires. Ça, pour moi, c'était essentiel. Et on produit, on est la société et aujourd'hui, le gaspillage, finalement, c'est le moteur du capitalisme. Et l'objectif, c'était de transformer ça sans pour autant de casser le capitalisme. Donc, trouver vraiment une troisième voie. Alors, quels obstacles tu as rencontrés sur la route? D'abord, le premier obstacle, il est que personne ne voulait changer. Oui, donc c'est le En fait, mobilisme. tout le monde dit, exactement. Tout le monde dit la transition, c'est important, mais c'est vrai qu'on produit beaucoup trop de déchets. Et puis, personne ne veut changer les choses très concrètement. Pour te donner un exemple, un des socles de la loi anti-gaspillage, un des piliers, c'est l'interdiction de la destruction des produits invendus. En France, il y avait plusieurs centaines de millions d'euros à l'époque qui étaient de vêtements, d'objets qui étaient tout simplement détruits. Par exemple, si vous commandiez quelque chose sur une plateforme en ligne, vous le rendez parce que finalement il ne vous va pas, et bien, au lieu d'être renvoyé au fabricant ou d'être revendu ailleurs, il était tout simplement détruit. Pareil pour tous les habits qui ne sont pas partis parce qu'ils ne sont plus à la mode ou, je ne sais pas, la couleur rose n'a pas plu, il y a un excès de stock, et bien tout ça, c'est détruit. Et en fait, produire pour détruire, c'est un non-sens. Et bien la France a été le premier pays au monde par la loi, et ça c'est un combat personnel vraiment que j'ai porté très fortement, c'était le premier au monde à interdire ce type de pratique-là. Mais ça paraît évident. Ça paraît facile, mais j'ai eu contre moi, quelque part, la terre entière, avec par exemple des entreprises, notamment du luxe, qui disaient mais si on fait ça, on va retrouver au marché aux puces tous nos produits de luxe. Bref, chacun, les producteurs de déchets, enfin en tout cas ceux qui traitaient les déchets, qui disaient mais non, mais nous, on va pas réussir à traiter cette quantité-là de déchets parce qu'il n'y a pas grand-chose à recycler dans le fond, on n'a pas les capacités en France. Les responsables politiques qui avaient envie que les décharges, elles se remplissent potentiellement le plus possible parce qu'il y a une rente aussi là-dessus. Bref, je peux te passer acteur par acteur et montrer en fait à quel point le système fonctionnait de façon totalement absurde, mais il fonctionnait pour pouvoir durer et rester. Alors, faire une loi, c'est super, c'est très bien, mais comment on fait pour s'assurer que cette loi, elle est appliquée maintenant? La loi AGEC. Ça, c'est le grand problème des lois en France. D'abord, premièrement, parce que le responsable politique qui passe après la personne qui a fait la loi, il a rarement envie de reprendre le travail de l'autre. Oui, il a plutôt envie de pousser son sujet à lui et va pas reprendre. Et de mettre ensuite... exactement. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qui est politique. Et le deuxième aussi, c'est qu'en France, malgré tout, la France, c'est un pays de réseau, c'est un pays de corporatisme. Et c'est un pays, j'imagine que c'est le cas un peu partout, mais c'est particulièrement vrai en France que tout le monde a fait un peu les mêmes écoles et beaucoup de choses se décident à Paris. Du coup, c'est au moment de la rédaction des décrets d'application que plein de petits changements ont lieu, souvent pour édulcorer des mesures qui ont été prises par les députés, par les sénateurs, par les ministres, donc c'est-à-dire par les politiques. Et c'est souvent ce qui se passe en fait en sous-main au moment de la rédaction des décrets d'application que là, la loi s'estompe. Et puis ensuite, il y a la dernière chose qui est que l'État n'a pas toujours suffisamment les moyens d'aller vraiment vérifier que ce qui est dans la loi est appliqué. Exactement, mais alors on a un bilan déjà un petit peu à quelques années après cette loi. Est-ce qu'il y a justement des métriques que tu as regardées qui se sont améliorées grâce à cette loi? Et on peut dire, bon voilà, il y a eu tant de tonnes d'objets qui n'ont pas été détruits et qui sont repartis dans le circuit. Déjà, on le voit, on a eu les chiffres hier, il y a déjà moins de 30% de déchets qui sont mis dans des décharges. Et donc ça, c'est très concret, alors que la France continue à produire malheureusement encore trop de déchets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de concret, un chiffre. Il y a aussi, on a créé des filières pollueurs-payeurs sur toute une série de nouveaux objets, de nouvelles filières qui normalement n'avaient pas de système de pollueurs-payeurs. C'est-à-dire, en fait, pollueur-payeur, en gros, ça consiste à dire que quand une entreprise, elle commercialise un produit, elle est aussi responsable de la fin de vie de ce produit-là. Oui. Et qu'elle doit juste pas... qu'elle doit aussi se soucier de ça. Ne plus s'en soucier, oui. Donc elle doit vraiment s'occuper de la fin de vie. Exactement. Pour le reprendre. Et ça, on l'a fait dans le secteur du bâtiment.
bâtiments notamment. Et Oui. un des objectifs de la mise en œuvre de cette filière, c'est peu à peu qu'on voit les bâtiments non pas comme une fois qu'on les détruit comme un amas de choses inertes, mais au contraire, de les voir plutôt par exemple comme une banque de matériaux, un peu comme Tetris. C'est pour ça que je prends cette image-là, où on puisse finalement réutiliser et remettre dans le circuit toute une série de produits. Et donc, c'est aussi créateur de tout nouveau métier. Parce que comment est-ce qu'on construit un bâtiment qui, demain, devra pouvoir être déconstruit un peu comme un Lego. Donc ça, c'est aussi un exemple concret. L'autre, évidemment, c'est l'interdiction de destruction des produits invendus. Et ça, c'est une mesure qui a été reprise au niveau européen. Les Français l'ont vu aussi dans leur quotidien, avec toute une série de plastiques à usage unique qui a été supprimée. Évidemment, les plus connus, c'est les pailles en plastique. Mais on voit aussi, par exemple, dans certains McDo, j'espère tous, et c'est là où on aimerait bien que l'État fasse son travail jusqu'au bout, mais la suppression de la vaisselle jetable pour la remplacer par la vaisselle réutilisable. Bref, c'est toute une série de choses très concrètes dans le quotidien des Français qui montrent qu'en fait l'écologie, elle est non seulement à portée de main, non seulement abordable, mais en plus, elle crée de nouvelles façons de faire et des nouveaux comportements qui ne sont pas forcément des contraintes. C'est ce que j'appelle l'écologie de l'action, l'écologie qui permet d'embarquer, l'écologie qui est le début de changements absolument majeurs pour la société. Et on voit qu'on peut le faire autrement qu'en taxant. Merci Brune Poisson, c'est l'heure pour nous de plonger dans le monde de tes passions. Alors de la passion, tu en as dans tous tes propos. Mais est-ce que tu dirais que l'écologie est une passion pour toi ou bien une nécessité? Ah, mais c'est tout pour moi. C'est une Hmm. passion, une nécessité, une raison de vivre, tout. Est-ce qu'il y a des mesures que tu aimerais voir prises pour faire en sorte que l'écologie devienne une évidence pour toute la société? Ah, Je sais pas, il y en en a. éducation, en autres lois, en changement d'état d'esprit, comment on peut faire? Je pense déjà qu'il faudrait essayer de revoir les programmes scolaires encore plus profondément, évidemment, pour mettre en place, en tout cas, pour faire en sorte que l'écologie devienne et infuse vraiment tout. Il y a déjà des débuts, hein, et Oui, puis il y je a des dis pas. débuts sur ce Oui, sujet-là, oui, oui. non, non, ça avance quand même, mais je pense qu'on pourrait potentiellement aller encore plus loin. Moi, ce que je voudrais voir aujourd'hui, je suis à la fois fascinée par l'émergence de l'intelligence artificielle et en même temps extrêmement inquiète parce qu'on le voit très bien, l'impact de l'intelligence artificielle en matière de consommation énergétique, il dépasse l'entendement. Donc je pense que dès aujourd'hui, il faut arriver à penser de façon consubstantielle le développement à la fois des énergies vertes, des énergies renouvelables, des sources alternatives d'énergie décarbonée et le développement de l'intelligence artificielle notamment. Et donc pour moi, et pareil, même si bon évidemment l'énergie, le quantum computing va nous aider peut-être à trouver des solutions, mais avant qu'on en arrive là, je pense que ça c'est une des questions majeures. Et la troisième, pardon, c'est la réforme très profonde de la fiscalité. On a transformé notre fiscalité au 19e siècle, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire rentrer les questions sociales dans notre système fiscal. Aujourd'hui, il faut remettre à plat notre système fiscal pour prendre en compte l'équation environnementale. Quels sont les mécanismes les mécanismes positifs, quelles sont les taxes, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme système pour accélérer la bascule. Parce que ça fonctionne, on le sait, on l'a vu. Alors, est-ce que la passion est nécessaire pour faire avancer ses idées en politique? Je pense que c'est surtout la passion de l'action. Oui. La passion, c'est important. Avoir des idées et une vision, c'est important, mais ce qui compte, c'est de se dire comment est-ce que je vais transformer les choses au quotidien. Pourquoi ? Parce que sur des sujets comme l'écologie, c'est parfois épuisant parce que non seulement on n'en voit pas le bout, mais on trouve que ça va pas assez vite. Alors que si on prend l'action petit bout, par exemple, aller ramasser du plastique à usage unique sur les plages, ou au contraire mener une transformation plus macro au sein d'une entreprise ou de l'administration dans laquelle on travaille, ça permet en fait de mettre les pas derrière les uns des autres et le matin, chaque matin, de raviver la flamme. Donc je dirais vraiment la passion de l'action, des choses concrètes, parce que c'est ce qui nous raccroche à la réalité, c'est ce qui nous donne envie d'avancer et c'est ce qui permet de prendre de la distance face au côté vertigineux de la transition écologique. Oui, on te voit ici sur le terrain. Enfin, on voit à quel point, évidemment, c'est important d'être partout sur le terrain pour se forger cette conviction et avoir l'énergie d'aller se battre sur un autre terrain qui est celui de la politique pour faire changer les choses, pour qu'ensuite, dans la vraie vie, eh bien, ça ait des impacts. On est allé trouver quelqu'un que tu connais bien, Elisabeth Borne, qui a une question pour toi.
Chère Brune, j'ai eu le plaisir de t'avoir à mes côtés pour porter la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Je pense que c'est une des lois essentielles qui ont été votées ces dernières années pour réussir la transition écologique. Mais évidemment, c'est aussi une loi qui bouleverse beaucoup de secteurs. Alors, pense que ça serait intéressant que tu nous expliques comment, quand on change à ce point les comportements et on bouscule beaucoup d'acteurs, tu as pu garder à la fois ton énergie, ta combativité, dans un contexte qui n'était pas simple. Je dirais d'abord, avant tout, en ayant des vrais alliés qui sont prêtes à avoir le courage de se battre pour aller soutenir des idées qui sont importantes. Et je dirais que c'est vraiment le cas d'Elisabeth Borne. Elle m'a soutenue tout au long de la loi anti-gaspillage. C'est pas forcément le cas de tous ceux avec qui j'ai travaillé. Donc c'est hyper important de réussir à fédérer pour faire bouger les choses. Réussir à fédérer et avoir le soutien de personnes qui osent prendre des risques et qui osent vraiment le faire parce qu'elles pensent que c'est dans l'intérêt général. Donc c'est trouver vraiment ces alliés-là et c'était vraiment le cas d'Elisabeth Borne et elle aurait très bien pu ne pas le faire. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, comme je te disais, c'est de jamais rien lâcher, se dire qu'on est sur Terre pour remplir une mission. Moi la mienne elle est très claire, elle est de faire avancer les choses de façon pragmatique et concrète sur l'écologie et donc de poursuivre coûte que coûte la mise en œuvre de ces objectifs et de ceux qu'on a mis notamment dans la loi anti-gaspillage. Jamais rien lâché. Jamais rien lâché, mais alors justement, tu finis par mettre fin à ta vie politique. Donc tu pars ailleurs pour ne rien lâcher, mais est-ce que tu as une envie de continuer à revenir en politique, je ne sais pas, sur d'autres sujets? Est-ce que de toute manière, tu penses que ton combat, tu vas le mener où que tu sois? Et est-ce que tu as une idée de la forme qu'il va prendre sur les années qui viennent? Moi, ce qui compte, c'est que je puisse continuer dans une position où je peux changer les choses, comme je te disais, très concrètement. Parce donc que si tu es à un endroit et tu te dis, bon, là, j'ai pas les manettes, je peux rien changer, tu bouges. Exactement. Pour moi, ce qui compte, c'est juste agir. Mais alors, peut-être qu'un jour, j'agirai à une échelle extrêmement locale et beaucoup plus petite qu'à l'échelle un peu plus systémique qui était celle de la France et de l'Europe, là où j'ai évidemment travaillé et négocié certaines mesures, ou l'échelle d'une grande entreprise du CAC 40 comme Accor. Tu as pensé que tu pouvais plus agir justement en politique à ce moment-là? Il y a un moment où je me suis dit, si je veux continuer à agir en politique, il va falloir que j'y laisse une partie de ma liberté. Et quand on y laisse une partie de sa liberté, on y laisse aussi une partie de sa capacité à mener les combats jusqu'au bout parce qu'on ne veut pas froisser l'un ou l'autre, qu'on attend potentiellement une récompense ou une autre, qu'on se dit qu'on pourra aller travailler avec l'un ou l'autre. Et c'est là où commencent les compromis. Et pour moi, la frontière entre le compromis et la compromission, elle est très ténue. Et j'ai senti que là, ça frottait beaucoup plus du côté de la compromission. Tu dis que ta raison d'être, c'est de changer la vie des gens. Alors, changer la vie des gens, c'est pas changer les gens. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Changer la vie des gens, c'est tout faire pour leur rendre une vie plus agréable, quelque part. Ou en tout cas, qui puisse leur permettre... Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de donner aux gens les moyens, à leur échelle, où qu'ils soient, de prendre part à cette transformation profonde qu'est la transition écologique. Voilà, pour moi, c'est ça, changer la vie des gens. Et c'est leur faciliter cette vie-là. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure, par exemple, quand on va chez McDo et qu'on n'utilise plus de la vaisselle jetable, mais de la vaisselle réutilisable, bah, quelque part, on a permis à chacun, même ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, eh bien, de faire leur part aussi pour la transition écologique. Et l'objectif, et c'est vraiment l'esprit de la loi anti-gaspillage, c'est l'esprit du travail que je fais chez Accor, c'est de pouvoir donner à chacun les moyens d'agir à leur échelle, comme ils le peuvent et où ils peuvent. Mais c'est beaucoup de retour au bon sens en fait, parce que quand tu dis des couverts réutilisables, on va te dire tout le monde a des couverts réutilisables chez lui, quoi. Enfin, donc c'est quelque part un bon sens qu'on a perdu. Parce que tu te dis, évidemment, tu peux les utiliser plusieurs fois. C'est comme, on parle beaucoup de consignes et de, non plus de recyclage, mais justement de réutilisation, qui est mieux, évidemment, environnementalement parlant, de réutiliser que de recycler. On réinvente la roue, parfois? Alors, évidemment, ça, moi, je dirais que c'est une des maladies du capitalisme, je le dis très franchement. C'est il y a énormément de bons, ça a permis de sortir beaucoup de gens de la pauvreté, etc. Mais il y a aussi certains excès qui est de compliquer les produits à outrance, de nous créer des besoins dont on n'a pas besoin, justement. Et donc, déjà,
un des premiers principes, effectivement, c'est juste de se dire mais comment aussi on revient à la base. Par exemple, un téléphone portable qui est construit pour ne pas pouvoir être démonté, avec des pièces qui sont toutes collées les unes aux autres, qui fait que tous les métaux qui deviennent très chers et qui fait que tous les métaux qui sont à l'intérieur sont en fait finalement impossibles à réutiliser ou alors à un coût prohibitif. Ça, pour moi, c'est pas normal. Et donc, effectivement, il y a une part de retour au bon sens. Après, si c'était si facile, j'ai envie de dire, on l'aurait quand même fait depuis longtemps. Il n'y a pas que de la recherche sans cesse du profit ou de la maximisation de celui-là. Il y a aussi des systèmes entiers qui sont à bouleverser. Tu vois, par exemple, la consigne, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile en tout cas à faire passer, et c'est l'Europe qui risque sûrement qui va l'imposer à la France dans quelques années, j'en suis à peu près convaincue. Pourquoi ? Parce qu'en France, ça supposait de transformer la façon dont les déchets étaient traités à l'échelle municipale. Donc il y avait une partie des maires qui étaient inquiets, qui se disaient qu'on allait leur prendre une partie de leur manne financière, des entreprises du recyclage qui se disaient qu'il n'y avait pas forcément suffisamment de potentiel sur le sujet. Bref, toute une série d'acteurs qui voulaient pas forcément bouger dans ce sens. Donc en fait, finalement, le bon sens, oui, à première vue, mais tout est tellement imbriqué, les systèmes sont tellement compliqués que la mise en œuvre concrète est difficile. Le bon sens sur le terrain, c'est pour ça que tu as rejoint un grand groupe privé, le groupe Accor, pour, après avoir construit ta loi, peut-être faire appliquer ta loi, enfin trouver les manières de rendre une grande entreprise comme Accor ou d'autres groupes privés compatibles justement avec ce futur souhaitable. Exactement, c'est un des objectifs. C'est pour ça que sous la houlette du PDG, vraiment, qui a donné l'impulsion, quand je suis arrivée dans le groupe, on a supprimé aujourd'hui, on continue à y travailler pour aller toujours plus loin, l'intégralité des plastiques à usage unique dans l'expérience client. Alors on peut se dire, c'est pas grand-chose, c'est logique, mais enfin imaginez plus de bouteilles d'eau potable en plastique au robinet dans des pays, parce que je rappelle qu'Accor est un groupe qui est présent dans 110 pays, dans des pays où l'eau n'est pas potable au robinet. Ça, c'est un vrai défi. Ça suppose de réinventer à l'échelle de l'hôtel toute la production et la consommation d'eau. Donc, des petites choses, tu vois, le bon sens, là, on pourrait se dire ce serait évident, mais dans la réalité, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? On s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. Donc, effectivement, une de mes missions premières, c'est de mettre en œuvre une partie de cette loi-là, évidemment, au sein du groupe Accor, mais aussi d'aller beaucoup plus loin sur toute une série d'autres sujets. C'est compliqué partout. C'est compliqué en politique, c'est compliqué oui, mais dans c'est le pas privé. parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Ah non, exactement. C'est aussi parce que c'est compliqué que c'est quelqu'un comme toi qui est en charge de le faire. Tu connais bien la question de la transition écologique dans la mobilité. D'ailleurs, c'est très souvent quand on est face à quelque chose d'extrêmement compliqué, une bonne méthode pour passer, c'est de se dire, si c'était simple, on n'aurait pas fait appel à moi. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, donc je vais me retrousser les manches, et c'est parce que c'est compliqué que je suis là aujourd'hui à faire ce que je fais. Et c'est pour ça qu'on va passer. Exactement. Merci Brune Poirson de nous avoir partagé tes passions, ta raison d'être et tes engagements. Il est temps pour nous de prendre un petit peu de recul avec l'instant philo. L'instant philo, une nouvelle rubrique dans Les Pionniers. Aujourd'hui, on va parler ensemble de prise de risque. Alors, tu aimes travailler en jouant ta peau. C'est vrai. Il paraît même que ta Bible, c'est le livre « Jouer sa peau ». Asymétrie cachée dans la vie quotidienne, Skin in the Game dans la version originale de Nassim Nicolas Taleb aux éditions Belles Lettres. Ça se traduit comment concrètement, jouer sa peau ? Ça veut dire se mettre en risque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, trop de personnes qui sont en responsabilité, qui se disent que finalement, elles n'auront jamais vraiment à rendre compte de ce qu'elles font ou de ce qu'elles proposent. Et du coup, ça donne, comme je disais tout à l'heure, soit l'annonce de grands objectifs qui sont jamais vraiment suivis d'effets parce qu'après le PDG va dans une autre entreprise ou par ailleurs, et donc il ne se sent pas responsable. Le temps moyen de durée d'un PDG, en tout cas aux États-Unis, c'est 5 ans. Oui, c'est même franchement moins. Le Financial Times avait sorti une étude qui disait que c'était plutôt même autour des 2 ou 3 ans. Voilà, donc des engagements à 7, 8, 10 ans, en fait, quand quelqu'un fait ça, il se dit clairement que c'est la patate chaude pour le suivant. Exactement.
Et ça, en fait, là, on a parlé de certains chefs d'entreprise, et qui ne le font pas d'ailleurs sciemment, hein, je ne dis pas forcément qu'ils le font sciemment, mais c'est la même chose aussi dans les administrations, c'est la même chose en tout cas dans beaucoup, beaucoup d'organisations. Et je trouve que c'est un peu aujourd'hui la malédiction et la maladie des élites d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Nassim Taleb. C'est ce côté, finalement, quoi qu'il arrive, je ressors gagnant. Et ça, je pense que c'est vraiment un frein à l'action, parce que du coup, si on se dit que dans tous les cas, on va s'en sortir, on ne se pose pas vraiment la question de comment est-ce qu'on fait les choses très concrètement jusqu'au bout pour que ça marche vraiment. Parce que si ça ne marche pas, on n'en paiera jamais vraiment les conséquences. Et ça, pour moi, c'est une des maladies de l'Occident aujourd'hui. Oui, et c'est tout l'esprit aussi de la loi qui empêche typiquement, enfin qui oblige, on va dire, les entreprises à s'occuper de la fin de vie de leurs produits. Exactement. Puisque justement, ça fait une responsabilité de A à Z là sur les produits, mais de la même manière sur les engagements qu'on peut prendre. C'est vraiment une notion de circularité. Hein. Enfin, on rejoint toujours la même notion de revenir à satisfaire des engagements qu'on a pu prendre par le passé. C'est exactement ça. Tu as des exemples de combats menés où tu jouais ta peau ? D'abord, on la joue un peu tous les jours. Hein. Quand vous êtes dans une grande entreprise, on la joue un peu tous les jours parce que on veut. Il y en a encore certains, on le voit, qui ont tendance à vouloir dire que finalement, développement durable et business, comme on dit, sont incompatibles. Et une partie de mon travail, il est sans cesse de montrer que c'est compatible. Ça va, je pense que le groupe en est largement convaincu et prend vraiment les devants sur le sujet. Mais est-ce que tu as le soutien justement au plus haut niveau dans la société ? C'est-à-dire que oui. Le PDG... sinon, je ne serais pas là. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, mais si je sens que je n'ai pas les moyens d'agir... C'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas un poste, placé dans un coin en disant, bon, ah oui, il faut qu'on s'occupe de ça. Non, c'est vraiment dans la stratégie. Ça fait vraiment partie de la stratégie. C'est une des raisons pour lesquelles je suis au comité exécutif du groupe et je rapporte au PDG Sébastien Bazin. C'est indispensable pour justement pouvoir agir. Donc quelque part, dans une entreprise, on joue, en tout cas il faut savoir jouer sa peau tous les jours, prendre des risques sur la façon de mettre en œuvre certaines mesures environnementales, par exemple le carbone, par exemple la réduction du gaspillage alimentaire. Toutes ces mesures-là, ça c'est un petit peu au quotidien. Et puis avant, la prise de risque, tu sais, quand tu quittes tout, que tu vas habiter en Inde ou que tu te lances dans la politique sans filet de sécurité ou que tu mènes une loi dont personne ne voulait. Voilà, tout ça, c'est des prises de risque. Et alors, être une femme en politique ou dans une entreprise privée, est-ce que ça a ajouté des difficultés, tu penses, à un moment dans ta carrière ? Alors, en politique, très certainement, oui. Tout le temps et au quotidien. Je pense que c'est vraiment un milieu, même si en 2017, l'élection du président de la République et à l'Assemblée nationale avait considérablement rééquilibré la parité de genre, hein, notamment à l'Assemblée, évidemment. Je trouve que quand même, globalement, le monde politique est assez en retard là-dessus. Mais c'est pas que le monde politique, c'est aussi tout un environnement, les médias, qui en général véhiculent une image, même s'il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus et c'est beaucoup plus facile à ma génération que ça l'était avant. Il y a encore beaucoup de travail. En entreprise, je pense qu'une grande partie du travail a été fait et qu'aujourd'hui, on est beaucoup, même si c'est un combat qu'il faut toujours continuer à mener jusqu'au bout, je pense que beaucoup d'entreprises ont conscience de ce que peut apporter une femme au sein d'une équipe. Oui, parce qu'il y a aussi des études qui montrent que quand on a des sociétés dans lesquelles le ratio homme-femme est mieux respecté ou qu'il y a plus de femmes en prise de décision, eh bien l'entreprise marche mieux sur le long terme. Exactement. Oui. Tu as des chiffres d'ailleurs sur ce... En fait, pourquoi j'ai pas de chiffres sur ce sujet ? Parce que c'est assez controversé. Il y a des études qui ont montré que oui, aucune qui a montré que non, mais il y a encore un petit peu des débats sur les chiffres. En fait, ouais, bref. Alors merci Brune Poirson pour ces réflexions sociétales et philosophiques. On passe maintenant à ton actu. Ton actu, c'est plutôt une actu sociétale, j'ai envie de dire. C'est la Commission européenne qui a annoncé le 2 octobre un report de 12 mois de la mise en œuvre de la loi sur la déforestation. Ce report est dû à la pression des différents partenaires mondiaux et à l'industrie. Que t'inspire cette nouvelle ? En fait, on peut le voir comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et je crois que c'est vraiment là où on en est aujourd'hui en matière de transition écologique. On peut se dire, le verre à moitié plein, c'est
Il y a une mesure ambitieuse qui a été prise, très volontariste de la part de l'Europe. Les entreprises s'y sont préparées. On rentre dans le dur de la transition écologique. Elles s'aperçoivent qu'elles ont besoin encore un peu de temps. Le régulateur comprend et se dit « je vais retarder un peu la mise en œuvre, comme ça, quand ce sera mis en œuvre, tout le monde sera prêt et ce sera vraiment un règlement qui sera efficace, qui aura un impact concret ». Ça, c'est la vision verre à moitié plein. Et c'est une option. La deuxième, c'est le verre à moitié vide, où là, c'est le début finalement d'un recul et d'un détricotage de toute une série de mesures, et en particulier du pacte vert européen. Donc pour moi, on est dans ce moment de bascule entre les deux. Ce que je vois aussi plus largement, c'est que cette actu-là, elle représente, enfin, pour moi, elle est aussi emblématique d'une autre chose dont on n'a peut-être pas suffisamment forcément conscience en France, qui est que c'est très très difficile de bien s'entendre avec l'Allemagne. C'est pas très politiquement correct ce que je dis, mais au niveau européen, finalement, la France et l'Allemagne doivent faire un travail immense pour bien s'entendre et faire passer des mesures. Et là, on voit très bien que la France était en soutien de ce règlement-là, mais l'Allemagne beaucoup moins. Ça, c'est la première chose. Et ça a été pareil sur le glyphosate, sur toute une série de mesures. Et ça freine l'ambition environnementale en Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'on passe potentiellement à côté d'une autre opportunité, qui est de faire en sorte que tous les accords commerciaux internationaux puissent permettre d'accélérer la transition, la prise de conscience sur le sujet et des mesures concrètes à l'échelle globale. Or, on le sait, l'écologie, c'est un sujet, et la protection de l'environnement, c'est un sujet qui est mondial. Et là, aujourd'hui, on voit très bien que tout ce report-là, il a lieu dans le cadre des négociations sur le Mercosur, avec des pressions des États-Unis, des pressions du Brésil. Et pour moi, ça, c'est vraiment mortifère, et c'est potentiellement encore une occasion ratée, et un délai supplémentaire qui est donné dans la transition écologique à l'échelle mondiale. Alors, tu parlais de lobbying positif tout à l'heure. Alors, tu as été déjà confronté à du lobbying négatif. Comment bien faire la différence, justement? Parce que le lobby, par définition, au départ, c'est juste se mettre dans le hall d'entrée, enfin, dans le lobby, jusqu'à attendre que quelqu'un de responsable passe et pouvoir lui parler, et puis essayer de le convaincre petit à petit de faire les choses. Donc, ça peut être pour des choses positives, ça peut être pour des choses plus conservatrices. Comment on fait la différence et comment, quelque part, on comprend que le mot lobby a deux facettes? D'abord, la première, c'est qu'il y a des entreprises qui arrivent et qui, là je parle de quand j'étais du côté ministériel, qui arrivent et qui vous demandent très clairement, qui en gros vous traitent avec les formes un petit peu de folles, entre guillemets, en vous disant que vous poussez des mesures qui sont... voilà. Donc là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent et qui veulent vraiment pousser des sujets ou qui disent, oui, vous avez raison de vous attaquer, par exemple, à la pollution plastique, mais attention, si vous le faites comme ça aura telle et telle conséquence, telle et telle, ça peut provoquer tel ou tel effet rebond par ailleurs. Donc ça, c'est ce que j'appelle du lobbying constructif. Et ensuite, il y a le vrai lobbying positif, qui est quand une entreprise, elle vient et elle dit, non, mais là, nous, on a besoin d'une loi sur ce sujet, parce qu'on sait qu'on a besoin de bouger, sinon le secteur... Voilà. Mais une entreprise ne peut pas bouger toute seule. Elle a besoin que tout le secteur bouge pour ne pas se retrouver en situation d'ultra-concurrence ou de pénalisation par rapport à des actions vertueuses. Oui, mais après, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Il en faut toujours quand même quelqu'un, justement une entreprise, et on en revient au concept tout à l'heure, qui risque un peu sa peau, qui se dit, moi, je prends le risque d'être vraiment pionnière dans mon secteur. C'est le cas, par exemple, du groupe Accor dans le secteur de l'hôtellerie. Il y a plein de choses que le groupe mène, des objectifs de réduction carbone qui sont menés là très concrètement au cœur de chaque hôtel, très concrets, par exemple, qui sont les plus ambitieux du secteur, la suppression des plastiques à usage unique. Et là, on voit très bien qu'en fait, on entraîne derrière nous, ou la lutte contre le gaspillage alimentaire, la préservation de la biodiversité, on voit qu'on entraîne derrière nous une partie du secteur. Mais il y a un moment où il faut que le régulateur vienne aider. Parce que à force de se retrouver en tête de peloton aussi, au bout d'un moment, il y en a qui pénalisé, tu dois forcer plus, hein, effectivement. Après, une manière de se protéger, c'est aussi de s'assurer que tu as tes clients derrière toi. Donc, en tant que société, d'aller vraiment consulter l'intégralité de tes clients, leur demander ce qu'ils veulent, et ensuite leur dire, on va faire ça pour vous, parce que le sentiment très largement partagé quand même par la plupart de nos concitoyens, c'est qu'il faut avancer dans cette direction-là. Donc maintenant, une fois qu'une entreprise montre un engagement dans cette direction-là, eh bien, les clients eux-mêmes peuvent soutenir cette démarche-là.
Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve que demander aux clients et voir s'ils demandent ou pas plus de produits verts ou de mesures vertes de la part d'une entreprise, ça peut aussi paradoxalement vraiment freiner la transition. Parce on le sait très bien, c'est toute la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce que les consommateurs disent vouloir et la façon dont ils agissent. Malheureusement, ils n'utilisent pas toujours leur porte-monnaie comme une façon de voter en faveur de produits verts. Donc quand il s'agit de payer un petit premium vert, c'est pas toujours le cas sur les produits, mais s'il y en a un, souvent ils choisissent de ne pas le faire et on peut par ailleurs les comprendre. Donc moi je pense que, et puis par ailleurs c'est aussi une grosse charge mentale pour un consommateur de se dire tiens, par exemple quand il arrive dans un hôtel, tiens, est-ce qu'ils auraient pas dû faire ça comme ça ou ça comme ça, etc. Donc par défaut, l'entreprise, elle doit vraiment travailler sur quelque part l'offre, et son offre, elle doit être la plus respectueuse de l'environnement possible. Quand nous on a supprimé les plastiques à usage unique dans les chambres d'hôtel, pardon, je reviens à ce sujet parce qu'il est très concret, je sais qu'il parle à tout le monde. Il y en a, contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde n'est pas arrivé en clapant dans les mains et en trouvant ça génial. On a vraiment du personnel dans nos hôtels où ils se sont fait un peu taper dessus, critiquer. Moi, il me manque telle et telle chose dont j'avais l'habitude. Donc, si on avait demandé sans cesse l'avis on aurait. Et aujourd'hui, au contraire, ils viennent et ils nous disent c'est super, merci d'avoir fait ça. Nous passons maintenant à la séquence questions-réponses rapides de l'émission, le Quizella. Séquence Quizella, dont voici les règles. Je te pose des questions auxquelles tu réponds rapidement, si possible, sans trop réfléchir. Je sais que c'est pas possible. Mais au contraire, j'allais dire ça, je devrais y arriver. Ça, tu vas pas y arriver. Alors ça va vite, tu es prête? Top, c'est parti. Économie, allié ou ennemi de l'écologie? Il faut que ce soit l'allié. Liberté, en 3 mots. J'ai envie de te dire égalité, fraternité, jouer sa peau. La politique, en 3 mots. Indispensable, fantastique, pas assez courageuse parfois. Ta potion magique à toi, ce qui te donne de la force. Ma fille, la nature. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit. La trahison, le mensonge et le manque d'ambition. Est-ce que tu pratiques un exercice mental particulier pour entretenir ton énergie quotidienne? Parce qu'on le voit, tu en as. Penser à l'écologie. Quelle personne... concrètement, comme je te disais, les goûts bouchés. Voilà, exactement. C'est avoir des images mentales très fortes. Alors, quelle personne admires-tu aujourd'hui pour son combat écologique? Très clairement, aujourd'hui, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, par exemple. Mais aussi, en fait, c'est très très bien d'avoir des figures, mais moi j'admire tous ceux qui agissent à leur échelle et qui le font pour de vrai. Donc j'ai envie de te dire, évidemment il y a lui, mais il y en a aussi des milliers d'autres, parce que je pense qu'il y a une armée qui travaille et qui donne tout pour ce sujet. Alors je suis obligé de poser la question, est-ce que tu sais parfois faire des choses sans réfléchir? J'aimerais bien réfléchir un peu plus même. Ah bon, d'accord. Tu vois, c'est plus l'inverse. Ça ne va pas dans le bon sens. Alors, quelle entreprise, à part Accor, vois-tu comme faisant un maximum d'efforts pour se transformer et être compatible avec les exigences écologiques de demain? Franchement, honnêtement, toutes les entreprises qui existent déjà, elles sont en transformation. La question, c'est est-ce qu'elles se transforment suffisamment vite? La réponse, c'est non. Enfin, le réchauffement climatique, il continue et on ne voit pas d'inversion de la tendance. Pareil sur la biodiversité. Donc, pour le moment, je ne peux pas t'en citer. Et ensuite, il y a des entreprises qui sont natives de l'écologie et là, pour elles, c'est plus facile et remarquable. Quel est l'esprit pionnier pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit pionnier? Ça veut dire prendre un sujet et coûte que coûte le labourer et arriver à transformer les choses, même si personne ne nous attend. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient cette émission, ce qui n'est pas loin d'être le cas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ne lâchez jamais rien. Chacun peut faire sa part, mais vous devez surtout exiger et avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de ceux qui vous entourent et d'exiger d'aller toujours plus loin pour repasser, dépasser les frontières de nos limitations mentales pour transformer les systèmes. Merci Brune Poirson de t'être prêtée au jeu du Quizella. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée.
Alors, tu nous expliques? Alors, c'est pas ma chanson préférée, hein, je précise. C'est juste une chanson qui me fait rire parce qu'elle me rappelle évidemment Louis de Funès et ma fille. Et je dois dire qu'on rigole beaucoup toutes les deux sur cette chanson. C'est la fin de cette émission. Merci Brune Poirson de nous avoir fait entrer dans ton monde en nous partageant tes conceptions du combat, de la politique, de l'écologie bien sûr et du progrès et en nous ayant nourris de tes apprentissages de pionnière. Merci beaucoup à toi, le pionnier que tu es, Frédéric. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.